Bonjour les vidéastes du lundi, et cette fois la vidéo sortira lundi, j'y penserai. On se retrouve aujourd'hui pour un film de David Cronenberg, et pas celui qui est en train de sortir là, faux semblant, mais un film un peu plus iconique pour le réalisateur, j'ai nommé Le Festin nu. Allez, générique. Bien, pour vous parler du réalisateur, donc David Cronenberg, c'est un réalisateur un peu plus connu pour le film La Mouche qu'il a produit en 1986, et c'est surtout un maître dans le genre du body horror, que lui-même nommera body beauty, parce que pour lui, il rend les corps beaux d'une certaine manière. Concernant le film Le Festin nu, ce sera son 9e film. Maintenant, je vais vous faire un bref résumé du film avant de passer à la suite. Bien, donc pour le résumé de l'histoire, en fait, c'est l'histoire de Billy Will, qui est un ancien junkie, qui en fait s'est retrouvé dans l'extermination de rats. Et il y a un truc très ballon, en fait, c'est que sa femme se met à consommer des produits, c'est-à-dire les produits d'extermination de rats, dont elle se drogue. Et un soir, en fait, il rentre, il la retrouve en train de coucher avec ses deux amis. Et donc, il finit en fait de fil en aiguille par tuer sa femme. Et cela va l'amener vers d'autres aventures, en particulier vers un secteur qui s'appelle l'Interzone. Bon, ça, c'est pour le résumé du film. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'histoire de l'écriture du scénario qui est assez intéressante. Alors pour l'histoire du Festin nu, il faut savoir que c'est une adaptation de S. Burroughs qui a écrit une œuvre du même nom, donc l'œuvre s'appelle Le Festin nu du livre donc. L'œuvre, elle a été jugée beaucoup de fois avant cette adaptation inadaptable, c'est-à-dire que Cronenberg a fait quelque chose que personne d'autre n'avait envie de faire. Il faut savoir que le roman a été interdit pendant longtemps aux États-Unis parce qu'il était jugé incohérent, cru, par ses mots, et obscène, à la limite de la pornographie. Il faut savoir donc qu'au niveau États-Unis, à une certaine époque, ça le faisait pas trop, quoi. Mais pourtant, Davout, notre petit Davout Cronenberg, il l'a fait. Et oui, alors qu'il était en train de tourner en tant qu'acteur dans le film Cabal pour un ami, il était en train déjà de rédiger en fait le scénario du futur film. Et en fait, il a trouvé un processus. Ouais, il est malin, le mec. Il est malin, il s'est dit comment je vais pouvoir faire pour l'adapter en film. Et en fait, il va choisir de nous mêler l'histoire de l'écriture d'un roman, dans l'histoire un peu de S. Burroughs, avec les éléments du livre. Il avait vraiment été malin pour ça. C'est d'ailleurs, c'est là où j'adore les transitions. C'est que notre cher ami a pris beaucoup, et s'est beaucoup inspiré pour son personnage principal de la vie de S. Burroughs. En effet, très inspiré, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a même pas 30 secondes de la vie de S. Burroughs, notre cher ami Cronenberg, en fait, le personnage qu'il a nommé Billy, est en fait un pseudonyme qu'utilisait l'écrivain lors de l'écriture de son premier roman qui se nommait Junkie. Ensuite, le personnage, il ressemble aussi beaucoup à l'écrivain par ses aspects de drogué. Bonjour les clichés. Autre point commun avec notre cher écrivain, c'est le fait qu'il a buté sa femme en jouant au Guillaume Tell. Je vous rassure de suite, il a pris quand même 13 ans de prison pour ça. Hein. Donc, durant le film, et ça va être un gros spoiler, Bill, le personnage principal, se retrouve dans un truc qui s'appelle l'Interzone. Cette Interzone, en fait, il fait directement référence, Cronenberg, à l'International Zone dans laquelle S. Burroughs va se retrouver pour écrire son livre. Pour finir,
notre cher ami Bill, dans le film, rencontre un personnage à un moment qui s'appelle Kiki. Il faut savoir, et Kiki, non pas la petite sorcière, mais Kiki est un personnage en réel, et c'est un pseudonyme, enfin c'est un nom d'un jeune homme qui a entretenu des relations avec le romancier. Mais pourtant, en fait, Cronenberg, il voulait être tellement proche de l'écrivain et que les ambitions du réalisateur, c'était de réaliser le film à Tanger. Mais vous allez voir qu'il y a eu un petit frein. Et oui, Cronenberg voulait aller tellement loin qu'il était prêt à tourner à Tanger. Le problème, c'est qu'il y a eu la guerre du Golfe en 1991, soit lors de l'année de production du film, qui a éclaté. Et ça a fait que les équipes n'étaient pas trop chaudes d'aller tourner là-bas. Ce qui est assez logique, vous allez me dire, c'est la guerre à un endroit, tu vas pas aller tourner là-bas, parce que sinon tu risques de tuer des gens de ton tournage, enfin des autres êtres humains qui n'ont rien à voir avec la guerre. Et il y a déjà suffisamment de morts dans une guerre. Et donc, pour éviter cela, en fait, l'équipe s'est inspirée de Tanger, donc de toute la ville, pour justement créer des plateaux similaires à cela. Alors, bien sûr, dans le film, l'interzone dans laquelle il se retrouve, ça évoque pas, c'est pas dit explicitement que c'est Tanger, mais du moins c'est ce que souhaitait avoir le réalisateur. Et tant qu'on est sur l'aspect du plateau, un peu de ces aspects-là, on va parler maintenant des effets spéciaux. Pour les effets spéciaux, on les doit à Chris Wallace, qui a créé l'ensemble du bestiaire qui entourait Bill Lee durant son voyage dans l'interzone et un peu en dehors, surtout quand il tape sur les machines à écrire. Donc ces effets spéciaux, pour lui, du moins pour Chris Wallace, c'est pas inconnu parce qu'on lui doit en particulier les effets spéciaux sur les Gremlins. Et surtout aussi parce qu'il a fait aussi d'autres films où il a fait beaucoup d'effets spéciaux. En particulier, justement, il aura repris les effets spéciaux pour faire La Mouche 2. C'est lui le réalisateur, mais il a aussi fait des effets spéciaux dessus. Et ensuite, on peut... Là, ce n'est qu'une hypothèse, mais probablement que les effets spéciaux sont dus avec des prothèses et des animatroniques, parce que j'ai pas trouvé de making-of pour le coup, pour servir à cette vidéo et appuyer les propos. Comme vous le savez, évidemment, on va partir sur la partie budget, maintenant qu'on a évoqué un truc qui coûte assez cher sur un plateau. Le film est financé par plusieurs sociétés de production et Jeremy Thomas qui est à la tête de la production. Ce qui fait que le film est américo-britannico-canado-japonais. Ce qui fait une bonne équipe, à vrai dire. Et maintenant, tant qu'on y est, est-ce que vous attendez tous combien le film a coûté au total? Le film il a coûté au total entre 16 et 18 millions d'euros. Ce qui fait légèrement plus que le film que j'ai présenté la semaine dernière. Et il a engrangé au total 2,6 millions d'euros. Bref, le film, comment dire, il a qui niveau rapport qualité et tout. Alors niveau qualité, il est très bon, mais niveau à l'époque, que lorsqu'il est sorti, ça a fait un peu un flop. Maintenant, on va parler d'un autre aspect budget, mais un aspect plus symbolique et plus intéressant. Je parlerai plutôt de la musique du film. Bon, alors là, pour la musique, ça m'a franchement étonné parce que je suis un grand fan du moins d'une de ses compositions musicales. À la musique, on retrouve Howard Shore. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui a composé les musiques du Seigneur des Anneaux. Je ne serais pas douté, vraiment, en écoutant les musiques, en regardant le film. Mais là, voilà, c'est lui. Alors franchement, je ne l'aurais pas reconnu. Il est accompagné du London Philharmonic Orchestra, qui a joué les compositions. J'avoue que pour le coup, c'est un peu perturbant, c'est pas le même niveau de musique, et c'est moins épique dans le film, dans le Festin nu que dans le Seigneur des Anneaux, mais les deux ne se prêtent pas du tout à la même ambiance. Donc maintenant que j'ai parlé musique, je vais vous parler justement, pour cet aspect musical très rapide, on va parler justement d'acteurs plutôt marquants qui ont été dans le film, et aussi d'un acteur qui est retourné, qui est un peu
été présente dans beaucoup de films de Cronenberg. Allez, c'est parti. Donc, pour le premier rôle, on retrouve Peter Wheeler, qui est un acteur qui a joué donc les 2 Robocop, et qui pour le coup refusera le rôle de Robocop 3 pour jouer dans ce film. Je sais pas s'il a fait un bon choix. Et ensuite, on retrouve Robert Silverman, lors d'une qui joue, je sais plus quel personnage d'ailleurs. Et lui, pour le coup, Robert Silverman, c'est son 5e film avec Cronenberg à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est vraiment un acteur que Cronenberg il conserve dans ses films. Dit comme ça, on dirait vraiment que c'est un doudou à conserver, mais c'est pas ça. Ensuite, vu que je vous ai parlé des acteurs, maintenant aussi, je vais vous parler du léger hommage que Cronenberg a rendu. Pour celui-là, par contre, va vraiment falloir que je vous mette un petit peu de contexte. Alors, Saul Bass, c'est un graphiste qui, dans les années 50, en fait, il a complètement réinventé les génériques. Alors oui, le film est sorti bien après les années 50, pour le coup, mais Cronenberg, il a décidé d'en rendre hommage, parce que en fait, l'optique de Saul Bass, à l'époque, c'est que les films, les intros sont devenues chiantes. On va dire ça comme ça, les intros sont lentes, les intros sont pas intéressantes. Et Saul Bass, il va amener justement des introductions où il va amener l'aspect de raconter le film dans l'introduction, de mettre dans l'ambiance du film, la graphie, ces moments où vous dites un peu comme les James Bond. Quand vous regardez un James Bond, vous avez de suite l'ambiance du film c'est ça que vous regardez, c'est James Bond, s'il y a telle ambiance, vous allez avoir telle chose dans ce film, vous allez avoir la pieuvre par exemple, je ne sais plus quel James Bond, j'ai vraiment une mémoire qui est en train de partir en cacahuète. Et donc, ça c'est très important, et c'est pour ça donc que Cronenberg, dans ce film un peu drame horreur, un peu flippant et space, que j'éviterai de mettre des images tellement il y en a certains qui sont un peu chocs, et surtout que j'aurais dû me faire par YouTube, on va pas se mentir. Je me risque de me faire cahuéter par YouTube. Donc, suite à cet hommage, en fait, il faut savoir que aussi c'est une ouverture pour Cronenberg vers une nouvelle façon de faire du cinéma. Bref, pour cloître cette vidéo et l'ouvrir en même temps, il faut savoir que justement c'est aussi le début d'un cycle pour Cronenberg qui enchaînera après ce film 2 films inspirés de livres, c'est-à-dire même Butterfly en 1993 et Crash en 1996. Après, il va en réadapter 3 autres qui vont être History of Violence, Cosmopolis et Spider. Ça, c'est les 3 films qui feront enfin 5, là au total, ça en fait 5, 6 plus celui-là, que Cronenberg va prendre de livres et qui va réadapter au cinéma pour le grand public. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le coup, elle est un peu spécifique parce qu'encore une fois, je ne parle pas spécifiquement de mon avis sur le film. J'ai eu beaucoup de mal à m'en faire un. C'est pour ça d'ailleurs que pour le coup, j'ai encore abordé cet aspect-là et qu'il n'y a pas de partie avis dans cette vidéo. Je suis encore un peu perplexe, même là, aujourd'hui. Quand je tourne cette vidéo, je suis perplexe sous ce film. Donc je vous invite à le voir si vous avez l'âge tout à fait recuit, pour aller voir ce film. Ensuite, j'espère que le cinéma vous continuera de vous passionner, vous intéresser. Moi, je suis en plein projet d'un court-métrage alors que je suis en train de tourner d'autres vidéos pour la chaîne. Il va sortir sur la chaîne je ne sais quand d'ailleurs ce court-métrage. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, abonnement, j'aime, un like, ça fait toujours du bien. Commentaires si vous voulez, de toute façon je les lis tous. J'ai pas beaucoup d'abonnés, donc vous en faites pas, je vais lire les commentaires. Et puis voilà, j'espère que voilà, là, pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite une bonne vacance et une bonne vie. Voilà, tout simplement.